Ba jigi nyananga jigi ba jigi donga jigi adye jigi kwanga yala wiya ya mawale jigi Plus de 57 000 photos sont réalisées chaque seconde à travers le monde. Il n'a jamais aussi été facile de produire un cliché grâce à l'essor du numérique. Le smartphone a démocratisé le marché de la photographie. Les photographes, auparavant adulés, sont aujourd'hui ignorés. Les studios photos sont quasi inexistants. L'industrie vit sa lente agonie. Super. Avenue Kennedy, fief de l'industrie de l'image à Yaoundé, capitale camerounaise. Champlain Tinda, photographe, reconverti en professionnel audiovisuel, a vécu les dernières mutations du marché de l'image. Il se remémore de la belle époque. J'ai fait beaucoup de reportages dans le pays. Ça, c'est quand j'étais à Lompanga, à l'inauguration du barrage de Lompanga par son excellence le président Paul Biya. Donc j'étais là accompagné avec mes collègues photographes. Vous pouvez reconnaître cette dame, vous pouvez la reconnaître également. Ici, je sortais d'un anniversaire. Là, j'ai mon appareil photo dans le sac. Là, j'étais également à un reportage lors du 20 mai. Lors du 20 mai, je crois, il y a 5 ans de cela, oui. J'étais un reportage juste avant de devenir réalisateur. Le premier appareil photo coloré date du 19e siècle. Nicéphore Niepce et Louis Daguerre mettent sur pied la daguerréotype, qui consistait en 1839 à reproduire une image sur une surface d'argent poli. Il était composé d'une grande boîte fermée, appelée chambre noire, et d'un trou permettant à la lumière de rentrer à l'intérieur. Il en résultait alors une image figée sur la plaque. Mais le daguerréotype était très long à utiliser et nécessitait un nombre important d'étapes. Il fut rapidement remplacé par d'autres pratiques au bout d'une dizaine d'années. Le premier réel appareil photo argentique, tel qu'on le connaît, un boîtier contenant des tirages à faire développer, a été inventé tout d'abord par Kodak et ensuite Leica. L'Américain George Eastman invente en 1888 le premier appareil photographique portable de la marque Kodak. Il intègre un rouleau de pellicule remplaçant les plaques sensibles. Il suffit de renvoyer l'appareil à l'atelier pour recevoir des photographies.
Une technologie en vogue qui va favoriser le développement de la presse et l'apparition du métier de photoreporter au XXe siècle. Le premier à comprendre le phénomène couleur-lumière fut probablement l'Écossais Clerk Maxwell. Il fit une démonstration en 1861, prouvant que toutes les couleurs peuvent être reconstituées par un mélange de couleurs primaires, le bleu, le vert, le rouge. Il le fit par synthèse additive en faisant passer de la lumière blanche au travers des plaques de verre colorées et en projetant le tout sur un écran. Il donnait ainsi le principe de base de la photographie couleur. Ce fut Louis Dicos de Moron qui, en 1869, dans un traité scientifique, donna les principes de base de la synthèse soustractive. Les pigments colorés absorbent toutes les couleurs complémentaires aux leurs et réfléchissent les autres. C'était le vrai départ de la photo couleur moderne. En réalité, la photocouleur est née en 1904 avec le procédé de Louis et Auguste Lumière qu'ils baptisèrent l'autochrome. Son principe était fondé sur un système de filtres mosaïques et demandait une exposition 50 fois plus longue que celle d'un film noir et blanc de l'époque. On obtenait des diapositives très sombres, mais la photocouleur pouvait alors être commercialisée. Avec les photos, avec les boîtes de tomates, on appelait ça exposition. Vous entrez dans la chambre noire, vous flaquez. Si vous voulez que la photo soit ronde, vous flaquez la boîte de tomate. Si la photo doit être carrée ou bien triangulaire, on flaquait dessus. Et puis, il y avait un certain nombre. 1, 2, 3, 4, 5. Tu passais. C'était ce qu'on appelait en ce moment l'exposition du cliché. Vous comprenez très bien. Quand vous flashez comme ça là, s'il y a une deuxième photo, dès que ça se présente, et que vous voulez peut-être une photo dans le cœur. Comme vous avez vu les photos de vos papas, vous avez vu tout ça, non? Vous voyez que c'était comment? C'était des expositions. Sur la boîte, je dis bien les boîtes de tomates et des tomates. Ce n'est pas comme je faisais des histoires qu'aujourd'hui, tu arrives, on te met dans le cœur. Nous, on a fait ça.
dans le temps. Et les photos, s'il te plaît, les papiers même dont nous utilisions en ce moment-là, ce sont des papiers qui ont fait 100 ans. Ce n'est pas ce que vous utilisez aujourd'hui. Les années 2000 sonnent la fin de l'argentique, avec la photographie numérique. C'est le début du calvaire des anciens photographes, une véritable révolution qui a bouleversé les paradigmes dans ce lieu mythique de l'image à Yaoundé. J'ai utilisé le fixateur, le révélateur pour ceux qui doivent reconnaître cette technique. C'est-à-dire qu'il suffisait de laver des photos à partir des clichés, donc à partir des appareils dits argentiques. On achetait des pellicules et on partait couvrir des événements. Il fallait donc les développer avec le révélateur, le fixateur et sortir une photo. Donc j'ai traversé dans toutes ces étapes et très rapidement je me suis intéressé à l'informatique avec des logiciels de traitement d'images tels que Photoshop. J'ai appris l'infographie où j'ai commencé par imprimer des photos sur des imprimantes de bureau. D'ailleurs, de manière anecdotique, j'ai été le tout premier à avoir imprimé une photo numérique sur une imprimante de bureau à l'avenue Kennedy, le fief de la photographie. Question de Temps TV et son nouveau patrimoine. Il a définitivement tourné la page de la photographie il y a 5 ans et consacré sa carrière à cette chaîne web généraliste. Nous avons donc abandonné la photographie carrément pour nous concentrer à la vidéo à travers nos chaînes et nous visons la monétisation étant donné que la photographie ne paye plus. Et je pense que tout ça a concouru même à, on peut dire ça comment, à faciliter l'accès au métier de la photo. Parce que je ne veux pas dire à devenir photographe, parce que après, quand chacun avait peut-être son appareil numérique, il devenait automatiquement photographe. Alors qu'avant, il y avait les réglages qu'on faisait sur les pellicules, sur les appareils photo analogiques, que maintenant, ça se fait automatiquement. Il y a eu 2 grandes phases. Déjà, l'avènement des téléphones, des tablettes, des téléphones Android, avec des résolutions de plus en plus croissantes. Et la deuxième phase qui, ma foi, est beaucoup plus complexe, c'est l'avènement du Covid, il y a quelques années de cela. Parce que déjà, avec les téléphones, il y avait une certaine réduction de la clientèle au niveau des besoins en photo normale, c'est-à-dire en photo imprimée, que ce soit des photos argentiques qui disparaissaient et la photo numérique faite à partir d'un appareil photo ou bien une carte mémoire ou bien une clé USB qu'on pouvait imprimer directement. L'avènement de l'Android, des téléphones Android est donc arrivé pour, je ne sais pas comment dire, pour renverser totalement la donne. Et à partir de ce moment-là, on n'arrivait plus à faire 20 photos par jour. Pour un studio photo, je n'arrivais plus à faire 20 photos par jour. Et ça voudrait dire qu'il y avait accumulation au niveau des charges fixes, le loyer, le personnel, on s'en sortait véritablement plus. Les smartphones ont volé la vedette aux appareils photo traditionnels au détriment des photographes. Ce déclic est observé à partir de 2007. Le constructeur d'ordinateurs américain Apple lance le premier smartphone avec un écran tactile multitouche. On commence à parler de photophone. Selon le site pixfan.com, en 2030, environ 2,3 billions de photos seront prises chaque année. Jusqu'ici, l'on comptabilise environ 5 milliards de photos par an à travers le monde. 92,5% de ces photos sont prises avec des smartphones et seulement 7% avec des appareils photo. Conséquence, il devient de plus en plus rare de rencontrer un photographe qui vit essentiellement de ce domaine. Jean Blaise a aménagé son petit espace en plein air. Une méthode plus facile pour aguicher les clients. Les studios photos n'attirent plus du beau monde. Bon, il y a quand même les agrandissements d'abord au départ. Ça marche beaucoup plus.
Et non seulement aussi les photos de papier. On va dire que bon, pour les voyageurs, les gens qui vont au Canada, les gens qui vont aux États-Unis et tout, bon, si vous avez, bon, parce que c'est là, type professionnel, parce qu'il faut respecter des paramètres. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire cela. Là, c'est très compliqué. Le seul peut dire qu'on peut survivre. En dehors que, bon, vous avez peut-être un mariage, quelqu'un qui connaît ce que c'est la photographie, peut vous faire appel. Dans les laboratoires, ce sont les amateurs désormais qui sont devenus les principaux clients. La fréquence du nombre de photographes a drastiquement diminué. Cette jeune étudiante vient tirer une photo souvenir qui date de plus de 10 ans, en guise de cadeau d'anniversaire à son papa. La photo date de quand? 2000, je sais pas, c'est 2013. C'est vous qui êtes à côté de... Oui, c'est mon père ici et c'est moi ici. Maintenant, je suis grandi. Ah, ok. Non, tu veux garder ça comme souvenir? Oui. La plupart des gens qui se filment avec l'appareil photo ne lavent pas les photos. Des fois, ils stockent les photos dans l'appareil numérique. Ouais, non. Par contre, avec les photographes, quand ils filment, ils lavent à l'instant. Ouais, non. C'est ça qu'on fait un sauf que maintenant, plusieurs personnes ils lavent les photos. Donc, bref, plus les amateurs lavent les photos. Ouais, non. Donc, ils ne se filment même plus. Parce qu'ils ont les appareils numériques, ils ont les téléphones numériques plus performants que l'appareil. Certains appareils de photo. Les labos ont changé de nom, parce que dire que fermé, les labos ont fermé depuis avant l'apparition de la numérique. Mais avec l'apparition de la numérique, peut-être ceux qui ne pouvaient pas s'arrimer ont dû vendre leurs fonds pour pouvoir migrer aux photos numériques. Parce qu'il fallait un nouveau type de matériel qui ne coûte pas forcément moins cher. Donc ça vaut un grand coût. Donc beaucoup de labos ont dû soit changer de nom peut-être du fait que le propriétaire cédé à une autre propriétaire qui avait plus de financement, soit garder le même nom et modifier le matériel. Entre se filmer soi-même ou faire appel à un photographe, il n'y a pas de choix à faire selon les utilisateurs de téléphones mobiles. Faute de moyens, non, Marco? Faute de moyens, tu as ton téléphone, tu te filmes avec, tu es fier de voir ta photo. Avec le téléphone portable, c'est plus vite, tu as ton portrait, tu as vu ton portrait en main. Oui, par rapport au studio, parce que quand vous allez au studio, il faut attendre un rendez-vous, peut-être 24 heures ou 48 heures pour être en possession de votre portrait. Parce que les téléphones sont portables et tu peux garder ça pour longtemps. Mais quand tu filmes avec une caméra, on imprime ça, ça va gâter très très vite. Grâce à l'essor de la technologie, il existe des smartphones dotés d'appareils photo plus sophistiqués en termes de qualité d'image. Des marques telles que Apple iPhone, Pixel 7, Samsung Galaxy, S22 Ultra, Xiaomi sont assez populaires. Pourtant, elles coûtent en moyenne plus de 1 000 €.
Tout appareil qui est capable de ressortir une bonne image, une belle image, une image acceptable, une image digeste, une image qui se laisse regarder peut être considéré comme un bon appareil photo. Avec l'évolution technologique, il y a des appareils aujourd'hui qui sortent du lot, y compris les téléphones également. Si vous filmez avec un iPhone, sans publicité bien sûr, ou avec un Itel, vous allez voir que la différence va se faire au niveau du capteur et au niveau de l'objectif utilisé, au niveau des pixels. Voir des Mac 5, des Mac 4, vous allez avoir des appareils Sony HD, Full HD qui donnent quand même une texture et une profondeur, une tonalité assez différente, particulièrement à chaque image. La venue du numérique n'a pas paralysé toute la chaîne. Plusieurs photographes se sont alors tournés vers l'imprimerie ou le graphisme, qui ont plutôt le vent en poupe. Le nombre d'impressions a explosé ces dernières années. Là aussi, les amateurs affluent plus que les photographes. Les appareils numériques comme le téléphone, maintenant là, a vraiment touché les photographes par rapport à les imprimeurs. Parce que l'imprimeur tire. Dès qu'il reçoit le client là, il montre au client si c'est bon, on tire. Les gens ne tiennent pas une valeur à la photo comme avant. Donc la photo avant c'était un trésor. Mais maintenant là, n'importe qui balance n'importe quoi. Oui. Et vous voyez maintenant, ça a aussi joué, la numérique a aussi joué maintenant. Il y a certaines personnes qui ont les fêtes, ils ne tirent pas, peut-être par exemple, un programme physique, ils préfèrent faire construire en numérique et partager. J'ai fait exclusivement la photo pendant 3 ans. Exclusivement 3 ans. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était plus ça. Vous arrivez dans une cérémonie, je vais prendre un exemple. Vous êtes en train de couvrir un mariage et vous avez votre appareil professionnel. Vous vous rendez compte que les téléphones sont privilégiés. En fait, les gens vous empêchent même de faire votre travail parce qu'ils ont des téléphones en main. Ça fait que, au sortir de là, vous-même, vous n'avez plus la possibilité de travailler comme cela se doit. Vous n'avez plus la possibilité de faire les prises que vous voulez parce que vous êtes gêné par les téléphones qui fusent de partout dans la salle. Du coup, je me suis rendu compte que non, avec le temps, ça ne va plus nourrir son homme. Non seulement ça ne va plus nourrir son homme, mais on ne se plaisait plus à faire ce métier qui auparavant, pour ceux qui ont été là même bien avant nous, ne manque pas de faire beaucoup d'éloges. Ceux qui n'ont pas suivi le mouvement de transition entre ces différentes étapes que j'ai citées tantôt, à savoir la migration entre l'argentique et la numérique, se sont vus à un moment donné obligés de fermer. Cette transition a aussi engendré un autre type de photographes, des shooters, couramment appelés photographes professionnels. Ils associent leur savoir-faire aux opportunités offertes par le numérique. Patrick Manga, technicien audiovisuel, a obtenu son diplôme de photographe en 2013. Il n'a pas réellement vécu ce passage de l'analogique au numérique. C'est vrai, la manière que j'ai été formé, on a été formé sur l'analogie, en argentique, voilà, parce que le but était qu'on s'imprègne de l'ancienne technologie, parce que déjà dans les années 2013, le numérique était en train d'entrer au Cameroun. Voilà, nous on a commencé par l'argentique et puis au fur et à mesure, on est entré dans le numérique. Moi principalement avec mon diplôme en audiovisuel, n'ayant pas les moyens pour m'acheter le matériel photographique ou vidéo, j'ai commencé en tant qu'infographe.
À défaut de se reconvertir, ce jeune photographe a plutôt misé sur le marketing, le branding et son dispositif. Pour maximiser la clientèle, il fait des publications régulières de ses photos sur sa page Facebook. Parce qu'il n'y avait rien pour regarder que tu as fait une belle image. Et réalise des tutoriels sur YouTube. La bonne photo est celle aussi qui doit plaire au photographe. Est-ce que tous les ingrédients sont réunis? Est-ce que l'éclairage est réuni? Est-ce que vous avez pu mettre en valeur même le modèle qui vient se filmer? Parce que beaucoup de gens arrivent au studio étant clairement amateurs, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Quelqu'un vient vous dire je veux les photos. Maintenant, c'est à vous de l'amener vers ce que vous pensez être bien pour lui en fonction de sa morphologie, en fonction même des vêtements que la personne porte. Quels sont les fonds que je vais utiliser? Quel type de photo je peux donner à la personne? Et maintenant aussi en fonction du domaine d'activité. L'exercice du métier a aussi pris un coup avec la création des logiciels et applications de retouche d'images, comme Photoshop ou FaceLab, qui donnent l'impression aux consommateurs de photos d'être ce qu'ils rêvent être sur le plan physique, avec ses différents effets et modifications. Pour faire la différence, Patrick crée des différents décors au sein de son studio. Des décors fondus, dans la nature, en plein air, ou tout juste des fonds de couleurs qui ressortent mieux la beauté des traits du visage ou du vêtement. Pour réunir toutes ces conditions, il a dû se doter de plusieurs appareils, dont les plus importants sont 3 réflexes résolution 4K, une mirrorless ou appareil photo sans miroir, un drone. Avec l'avènement du numérique, malheureusement, on a une faible durée de vie des images. Les images analogiques, celles qui étaient faites avec les pellicules à la chambre noire et avec toutes les constituants qu'il fallait, en termes de photos physiques, ont une meilleure qualité, ont une meilleure durabilité dans le temps. Même quand vous gardez les images numériques, que ce soit sur un support numérique, sur un ordinateur, sur un téléphone, c'est une durée de vie parce que au moment où votre téléphone se gâte, ou votre ordinateur ou quoi que ce soit, vous allez perdre vos données. Aujourd'hui, on parle de cloud, où on peut garder les images sur le net, mais ça reste l'informatique. Il peut y avoir une attaque, il peut y avoir un virus qui a tout décimé. Donc voilà, là c'est aussi le revers de la médaille avec le développement. Des équipements plus pointus créent la panique des photographes, à l'instar des graveurs laser, qui étendent peu à peu leur domination sur le marché et pourraient même déclasser la sculpture ou la peinture. Dans cet atelier, toujours à Yaoundé, le propriétaire fait du chiffre grâce à des photos gravées sur du bois.
Il propose ainsi une multitude d'articles qui semblent être des alternatives à des photos tirées. Un modèle très sollicité et peut-être même plus durable qu'une photo argentique ou numérique. En moyenne, on peut vendre une vingtaine de chaque article parce qu'on a des photos gravées, on a des porte-clés, on a des blocs-notes, donc ça se vend en fonction de la demande. On peut vendre des centaines, ça varie beaucoup, tout dépend. Arriver à ce résultat, le client nous envoie sa photo, nous préférons généralement une belle photo bien claire pour avoir de meilleurs résultats comme celle-ci. Nous mettons la photo dans notre machine et nous la transférons dans un logiciel d'image, de traitement d'image, et c'est spécifiquement pour les gravures laser. Ce logiciel est conçu uniquement pour les gravures laser et gravures acryliques. Donc nous traitons l'image là-bas avant de la renvoyer maintenant dans une autre application qui doit donner les ordres à la laser. Bon, la gravure, en comparaison par exemple avec les techniques standards, la gravure creuse directement la matière, vous voyez un peu. Ça fait que si on grave une photo sur du bois ou sur du verre ou sur du marbre, elle a une durée indéterminée, donc c'est à vie, vous voyez un peu. Parce que ça vient directement creuser la matière, contrairement à une impression qui vient par exemple déposer juste une couche d'encre, vous voyez un peu. Si le soleil frappe dessus ou bien si l'eau passe dessus, ça va directement effacer. Donc dans la gravure, elle intègre directement la matière. Un éventail d'offres qui tue silencieusement l'activité de photographie. Le photographe est désormais face à une clientèle plus exigeante qui n'est pas prête à débourser plus pour une photo. Tout est allé comme on dirait une chute vertigineuse. Les laboratoires ne se sentaient vraiment plus à l'aise. Il y a parfois eu une pénurie de pellicules parce qu'on était quelque peu forcé de passer d'un cap à un autre. Il y a eu comme une décrépitude des appareils argentiques qui ont été carrément abandonnés et on a observé la ruée vers la numérique. Les laboratoires se sont mis à jour avec, on a carrément abandonné les vieilles machines qui tiraient des photos argentiques et les appareils photo argentiques ont également disparu de la circulation. Aujourd'hui, nous utilisons beaucoup plus les appareils adaptés à notre époque qui utilisent des cartes mémoire, des appareils Full HD, 4K, 8K et aussi des téléphones qui évoluent de jour en jour. Et sur le plan de la clientèle, il faut également dire que la clientèle est beaucoup plus mitigée. Ceux qui impriment beaucoup des photos aujourd'hui ne sont plus des photographes. Les photographes, quand il y a des occasions telles que les cérémonies des mariages, on peut constater, on peut observer un ou deux photographes qui viennent imprimer 1000 photos, 500, voire plus. Mais davantage, ce sont des personnes qui viennent imprimer des photos issues de leur téléphone Android parce que dans les familles, vous allez observer, chacun peut se faire une photo, un selfie et avoir besoin d'obtenir cette photo à main. Mais il y a quand même une baisse vertigineuse parce que généralement, quand le pourcentage, c'est-à-dire que la probabilité d'impression de photos, pour quelqu'un qui va imprimer une photo d'un téléphone Android, sur 2000 photos, il va imprimer 10 photos.
Les photos maintenant, ce n'est pas comme d'habitude. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans les photographies, les amateurs, les autres qui ne filment pas bien, mais ils vendent ça moins cher. Et je peux dire que dans la photographie, c'est la photographie qui m'a fait marier. J'ai acheté ma voiture construite à cause de la photographie. À l'époque maintenant, je ne sais pas que les photographes qui sont maintenant pour faire ce qu'on a fait. Parce que les photographies, ce n'est pas comme d'habitude. Avec les photos, le téléphone Android. Maintenant, quand tu pars dans une cérémonie, les gens disent que j'ai mon téléphone, j'ai mon téléphone. C'est ça que maintenant, les photographies ne marchent pas. Moi, je suis dans le métier parce que j'ai déjà le client qui me connaît partout. On m'appelle seulement pour les cérémonies de deuil. Et la semaine prochaine, la semaine qui vient, je vais partir à Banganter parce qu'on m'a loué pour aller là-bas. C'est comme ça. Et si tu n'es pas à Banganter, je peux me payer 150 000, 200 000. Ça va aider mes enfants, je paye les scolarités de mes enfants, je prends charge à ma maison aussi. L'infographie a beaucoup tué la photographie parce qu'aujourd'hui, beaucoup de photographes se plaignent, beaucoup de photographes sont émus, beaucoup de photographes se plaignent parce que avant on pouvait vendre, mais aujourd'hui quand on vous prend pour un mariage, je prends un exemple concret, hein, on vous prend pour un mariage, avant même d'avoir fini de filmer, les téléphones ont déjà filmé et puis les photos sont déjà au Hilton, aux États-Unis, en Amérique, on voit déjà tout. Alors que nous autres, à notre époque, si tu pouvais donner une photo à ta fille ou bien à ta soeur ou à ta tante de ton mariage, il fallait qu'on vienne nous voir et on lave peut-être la même photo 3, 4 fois, 5 fois. Et puis nous aussi, on s'enrichissait de ça. Un jour, je fais une photo à une jeune demoiselle, elle est tellement belle. Je me dis que, mais attends, tiens, la fille, elle va apprécier. Mais dès qu'elle regarde la photo, elle dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Je l'avais filmé à côté d'une belle voiture. Elle dit, même mon père n'a pas eu cette voiture. Qu'est-ce que cette voiture fait à côté de moi? Et c'était un tollé général. Il y a les moments de panique et je pense que c'est tout ça qui donne l'expérience. C'est tout ça qui fait de vous quelqu'un d'assez expérimenté. On travaille avec du matériel numérique. Il peut arriver que votre carte grille pendant que vous êtes en train de travailler. À un événement de mariage, on a perdu une caméra. Ça veut dire qu'on est en train de filmer et la caméra tombe et se casse. Ça, c'est les moments de panique. Mais comme on dit, en tant que professionnel, vous devez prévoir ce genre d'incident. C'est pourquoi aussi on rachète un peu plus de matériel. À l'instant, étant professionnel, vous n'allez pas faire savoir au client que votre caméra s'est cassée. Alors vous faites appel à une deuxième caméra. Ça, c'est les choses qui arrivent. Avec l'expérience, on a trouvé d'autres moyens pour conserver nos données. Généralement, quand on passe sur le terrain pour un événement ou un mariage, on se déplace avec un laptop. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on filme, on fait une sauvegarde dans le laptop. Quitte à ce que si on a une perte de cadre, une perte de matériel, on a déjà sauvegardé quelque chose. Quand on revient en studio, on a les images dans la carte, on a les images d'un disque dur externe, on a les images dans la machine jusqu'à ce qu'on livre le client. S'adapter aux nouvelles technologies est un impératif pour ces photographes qui veulent survivre grâce à leur potentiel. Ils reconnaissent alors que la condition sine qua non est une excellente formation de base et l'esprit créatif.
Il y a une sorte de photographie aujourd'hui qui s'appelle les photos shooting. Ce sont des photos hautement professionnelles qui ne peuvent être faites par n'importe qui. Ce sont des photos qui nécessitent quand même une certaine connaissance technique, esthétique, artistique même d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut faire véritablement une formation dans le design graphique et pour pouvoir apporter des correctifs, des améliorations à des photos qui sont assez exigées, exigeantes. C'est-à-dire que pour faire une photo à un artiste, par exemple, il y a beaucoup de choses à mettre en compte. C'est-à-dire les choix esthétiques, les choix artistiques et même la technique, la connaissance des logiciels de manière approfondie qui va entrer en jeu. Alors, faire la photo aujourd'hui, ce n'est plus un jeu, il ne s'agit plus de prendre un appareil et déclencher là-dessus. Parce que au Cameroun, ce qui se passe pour la plupart des cas, c'est que malgré le fait qu'il y a très peu d'écoles de formation où on forme de véritables photographes, il y a quand même ce phénomène que beaucoup de personnes qui n'ont pas trouvé mieux à faire se retrouvent photographes. La photographie doit d'abord commencer par une formation. Parce que la majorité de ceux qui ont même les appareils professionnels se lancent dans le métier sans formation. Donc, si tu te lèves un matin, peut-être parce que tu as un frère ou un oncle qui est en Europe, il t'envoie un appareil photo et tu te lèves, tu sors, tu deviens photographe. Et ça fait que beaucoup de gens ne font pas la photo pour se bâtir un avenir ou pour se construire une vie. Les gens font la photo beaucoup plus comme un truc de passage, un truc pour se permettre de manger le matin et le soir. Donc les gens ne voient pas la photo comme quelque chose qui peut permettre de construire, fonder une famille, bâtir une maison, acheter, pour grandir quoi. Donc la majorité des photographes, c'est si tu as l'argent qui peut te permettre de manger, hein, tu prends le travail. Et c'est ça qui tue le métier en fait. Parce qu'avant, cela a poussé les gens à faire ce qu'on appelle chez nous le séminaire. Ce qui fait que dans les cérémonies, vous voyez les photographes qui viennent faire les photos, qui exposent à l'extérieur de la cérémonie. Et tout ça concourt à tuer le métier. Parce que les gens n'accordent plus de l'importance, la valeur au travail, à la photo. Parce que quand ils sortent des cérémonies, ils voient ça exposé au sol. Tout le monde peut faire la photographie. Tout le monde peut faire une photographie. Parce que dès lors que vous filmez avec votre téléphone, vous faites une photographie. Mais vous n'êtes pas photographe. Parce qu'être photographe, c'est un ensemble de choses. Il y a plusieurs détails que vous devez prendre en compte, que vous devez maîtriser. Je ne vais pas dire que ceux qui nous filment dans les événements, qui se bousculent là pour nous filmer, ne sont pas... j'ai pas envie de dire qu'ils ne sont pas photographes, ce sera dénigré. Mais la majorité fait la photographie. La majorité de ces gens fait la photographie. Ok, ça veut dire qu'ils ont leur appareil qui est réglé sur automatique et puis ils appuient. Vous-même, vous pouvez faire ça. Mais être photographe, c'est un ensemble de choses. Photographe, vous devez pouvoir déjà paramétrer votre appareil. Depuis que je suis formateur dans les domaines de l'audiovisuel, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu les gens qui sont dans le domaine depuis des dizaines d'années, mais qui ne savent pas paramétrer leur appareil. Ça veut dire que tel qu'ils l'ont acheté, c'est venu en mode automatique, ou ils ont mis sur un mode automatique et ils font les images comme ça. Chaque fois que vous faites les images sur le mode automatique, ce n'est pas vous qui faites la photo. Parce que l'appareil étant sur automatique décide lui-même de ses paramètres, alors vous n'êtes pas détenteur de la photo. Vous pouvez décider de faire une photographie dans un endroit sombre où vous voulez un peu plus de noir, où vous voulez la faire sombre. Mais dès lors que vous mettez l'appareil en automatique, l'appareil de manière automatique va rehausser les ISO, va rehausser les paramètres pour faire une image claire. L'image ne vous appartient pas.
ce que j'ai remarqué, c'est que dans notre environnement, les gens se basent beaucoup plus sur le coût et non la qualité. C'est ce que j'ai remarqué chez nous. Parce que les gens aiment ce qui est le prix bas. Et on voit ce qui a le prix haut comme si ça ne servait à rien. Donc, je ne peux pas dire que les gens qui filment avec le téléphone ont un mauvais rendu par rapport aux autres. Que dans la ville de Yaoundé, on peut compter au moins 1000 laboratoires photo ou 1000 studios photo qui ont les compétences pour faire des impressions dans leur studio, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, parce que tout était pratiquement concentré à l'avenue Kennedy. Les gens venaient faire des photos à l'avenue Kennedy. Aujourd'hui, les laboratoires photo, les studios photo se sont presque équipés. Grâce à la technologie également, les appareils étant devenus très moins chers, ils ont la possibilité de pouvoir acquérir un appareil en Chine ou bien à Dubaï et se faire soi-même ses photos dans un laboratoire photo ou bien dans un studio photo au quartier. Moi, ce que je pense, c'est qu'un enfant doit grandir. Il doit avoir son baccalauréat et dire à ses parents plus tard, je vais être photographe, parce que c'est un métier. Parce qu'on a les jeunes maintenant qui entrent dans le métier. Vous voyez, il a son BTS peut-être en infographie, graphisme, photographie. Vous voulez qu'il fait comment? Le jour qu'il a un petit événement, mais peut-être dans sa famille, il va filmer. Ou bien il fait ses montages, il va venir tirer. Les portes sont ouvertes. Comme je vous ai dit au début, nous sommes au marché. On reçoit tout le monde, on ne refuse jamais. Oui, parce que nous sommes là pour faire la production. Nous ne sommes pas là pour contrôler qui est qui. Classée 3e dans la catégorie des arts visuels, la photo est aujourd'hui à la portée de tous. Photographes ou amateurs, formés ou pas, avec ou sans expérience, théoriquement, tout détenteur de smartphone est compté photographe. L'art a perdu sa valeur d'antan. Pourtant, ses œuvres ont raconté l'histoire des peuples, des générations, des communautés, à travers des archives. Des professionnels s'en servent également pour sensibiliser, éduquer ou dénoncer les tares de la société, comme les violences faites aux femmes, la xénophobie, la pauvreté. Seule chance pour que le métier subsiste, que les photographes s'arriment au numérique. Un futur incertain, car l'évolution des hautes technologies font peu à peu le côté artistique des créations photographiques. Étant quelqu'un de passionné, je mets plus l'accent sur le travail bien fait, le rendu. Je dois pouvoir apprécier un travail avant de le livrer au client. L'intelligence artificielle, ou pratiquement on modèle les photos. Oui, mais ça reste l'intelligence artificielle, ça reste artificiel. Dès qu'il y a le terme artificiel, on est d'accord que c'est plus naturel. À un moment donné, il ne pourra plus avoir le poids qu'il avait dans le temps. Le métier de photographe, parce que disons que ceux qui font les appareils photo sont eux qui font aussi les téléphones. Ils ne sauraient donc faire en sorte que les mêmes qualités qu'on retrouve dans un téléphone, qu'on les retrouve dans un appareil professionnel. Donc, professionnellement, je ne pense pas que le métier pourra disparaître. Mais pour les arrivistes, je vais dire comme ça, donc ceux qui font la photo dans le tas, ça pourrait être préjudiciable pour eux. Parce que maintenant, les gens vont devoir juger qualité et prix. Qualité et prix. Maintenant, à un moment donné, si vous ne faites pas une bonne photo, quelqu'un qui a par exemple son iPhone sans publicité, va se retrouver en train de vous balancer comme ça dans la rue pour dire vous ne savez pas faire des photos que je fais avec mon téléphone sont mieux. Nous passons plus de temps à connecter des téléphones Android pour visualiser les selfies des gens sans pouvoir véritablement sortir 10 photos de là et ça prend beaucoup de temps aussi.
Donc ça, c'est quelques inconvénients. Et sur le plan de la rentabilité, c'est carrément, ça va dans tous les sens. Je voudrais même dire que le gouvernement devrait peut-être penser à apporter un soutien sérieux dans ce domaine, parce que nous participons quand même à la culture, à l'histoire de la culture camerounaise. Sans la photo, il n'y a pas de culture au Cameroun, je le dirais en tant que professionnel. Donc je pense que l'État devrait quand même y penser. Parce que c'est un domaine qui se meurt. Si nous restons dans ce contexte, si l'État ne fait rien, nous allons nous retrouver pratiquement dans la fermeture de tous les laboratoires photo. Nanga jido ba koninganga koningambe ba koningamanga koningu yanga uduya yadiye ba jijenanga barora